travail d'écoute interroge la posture de l'enseignant, qui doit être à la fois dans une relation de personne à personne, parce que bien sûr, l'élève vient aussi avec ses émotions, avec sa difficulté d'existence parfois, et en même temps, la posture de l'enseignant est aussi une posture d'aider l'élève à mener ses apprentissages. Il n'est pas dans la posture d'expert d'une discipline, et je sens que mes enseignants, dans cette posture de coach, évitent la posture éducateur, dans le sens ils ne veulent pas être dans le contrôle, ni avoir une position trop moralisatrice par rapport à l'élève. Et c'est dans cette relation de personne à personne, mais qui est cadrée par rapport à des apprentissages, que progressivement, l'élève prend confiance en lui, prend confiance dans la personne qu'il a en face de lui, et à partir de cette confiance peut se nouer un dialogue réflexif sur ce que l'élève vit, sur ses difficultés, sur ses chemins possibles, sur ses ressources qu'il ignore probablement souvent aussi. Et donc ce travail-là, c'est un travail d'accompagnement individuel, avec pas nécessairement la pression du résultat en termes purement scolaires, mais plutôt dans un chemin de mûrissement, pour que l'élève soit heureux d'être à l'école, soit bien dans son métier d'élève quelque part. Quand on interroge les élèves, cette attention qui est portée à eux-mêmes individuellement dans leur singularité les booste assez bien, si je peux me permettre l'expression. Donc là, il y a plutôt une impression de la part de l'élève que c'est quelque chose dont il a besoin. Il a besoin de ce regard particulier, d'être considéré comme une personne et qu'on le prenne au sérieux. Maintenant, la difficulté dans ce travail d'écoute, c'est d'abord que l'enseignant doit aussi renoncer à parler. Or, sa tendance première est quand même souvent de donner des conseils, d'être vite dans la posture de valoriser l'expérience que lui-même a par rapport aux jeunes, mais il faut aussi que le jeune s'approprie les choses et soit en capacité de formuler lui-même des chemins d'évolution. Ça, c'est une difficulté. Et puis une autre difficulté, c'est d'arriver à ce que le jeune ait une parole vraie, une parole authentique. Parce qu'il peut avoir soit une parole conformiste, parce qu'il sait quelles sont les attentes du monde scolaire, et donc rassurer son coach en venant avec un discours qui n'est pas le discours réel. Il peut aussi s'illusionner sur lui-même, il peut se voiler la face, et donc progressivement l'amener à avoir un discours vrai, à partir duquel on peut alors construire un chemin réel et mettre en accord des paroles et des actes. Moi, quand mon coach vient me chercher en classe, je me dis que enfin je pourrais parler avec une personne à qui je pourrais me confier. Enfin, je apprends comme une personne de ma famille. Quand mon coach vient me chercher, je suis hyper contente parce que comme ça m'aide à plus à travailler. Moi, quand je sors de là, je me dis que ça fait du bien parce que j'ai parlé avec une personne à qui je peux me confier. Je parle à Madame Oliva comme je pourrais pas, par exemple, en parler à Madame Dufour ou des choses comme ça. Et je me sens bien parce que je me dis, j'ai des choses en moi sur le cœur et je sais pas, ça m'aide. Personnellement et aussi pour mon truc scolaire parce que j'ai moins sur le cœur, donc je suis moins renfermée sur moi-même. Parce qu'avec les profs, on ne sait pas parler comme avec le coach. Donc on sait dire ce qu'on veut encore. Notre coach de payer, on doit remplir une feuille sur ce qu'on doit faire et tout ça à la maison. Et c'est grâce à ça que ça donne envie de faire, on va dire, parce que là, on doit cocher des petites cases, tous des trucs comme ça. Parce que notre coach, il nous aide à trouver les objectifs. Ça nous aide à réfléchir pour l'étude, quoi. Parce que quand on ne fout rien à l'école, c'est vrai que... Peut-être une première grille que j'ai utilisée avec les enseignants pour les faire réfléchir à disons, leur posture. Une petite grille qui a été conçue par une chercheuse, je crois, des facultés universitaires de la paix, ça date de 2008. Ce sont les facettes de la relation pédagogique. Il y a une facette où l'enseignant est un expert, il est face à un novice, on est plutôt centré sur les contenus. Une facette où c'est une personne qui s'adresse à une autre personne, on est plutôt dans la facette ontologique, un cadre relationnel. On peut aussi être un enseignant versus un apprenant, si on se centre plus sur l'apprentissage. Et une dernière facette, c'est celle de l'éducateur face à un éduqué dans le cadre éducatif. Alors, il est clair que l'identité professionnelle de l'enseignant, elle est impactée par cette mission qu'on lui donne d'avoir une relation individualisée avec un élève. Donc il n'est plus dans la posture de l'expert face au novice dans sa classe, par exemple, qui est peut-être celle qui domine un peu plus dans sa posture d'enseignant face à un groupe. Ici, les enseignants, spontanément, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'ils se sentent... Ils évitent la posture d'éducateur versus éduqué dans cet entretien individuel.
parce qu'ils ont peur alors d'être dans une posture moralisatrice ou dans une posture de contrôle ou même de conseil. Donc ils ont plutôt tendance à privilégier la facette du cadre d'apprentissage. Ils sont là pour mobiliser l'élève et essayer de lui faire améliorer ses apprentissages, et aussi dans la posture de personne, à personne. Alors certains estiment que c'est même cette posture-là qui est préalable dans la démarche, parce qu'alors on installe une confiance, il n'y a pas de tiers, on est vraiment dans une relation à deux, et dans laquelle on peut progressivement installer une confiance. Et c'est à partir du moment où cette confiance s'est installée, que l'élève va entrer plus facilement dans le dialogue et dans la construction d'une démarche plus réfléchie d'apprentissage. Certains enseignants ont peur d'être englués dans cette posture relationnelle. À certains moments, ils se disent « moi, ce n'est pas mon job ici, j'entends des choses, mais cette parole-là, je ne sais pas la gérer, elle ne concerne pas réellement l'apprentissage, mais plutôt des émotions personnelles, des soucis familiaux. » Et là, il y a un relais, évidemment, qui est à faire. Donc, c'est un va-et-vient. Et c'est pas, cette posture-là, c'est une négociation finalement. C'est une négociation qui se situe à deux niveaux. C'est l'enseignant dans un dialogue avec lui-même. Quelle est la posture dans laquelle je me sens plus à l'aise par rapport à mes compétences, par rapport à ce que je crois être ma mission dans ce cadre-là. Mais c'est aussi une posture qui est un peu commandée par l'élève lui-même. Dans les petites phrases qu'on a entendues, certains élèves sont a priori en attente de conseils, de cadrage quelque part. Et d'autres sont là, c'était le sens d'une des interventions. J'aime bien libérer mes émotions dans le cadre de cette rencontre. Ça me permet de déposer des choses et alors d'entrer dans une vraie réflexion de type pédagogique. Et donc, voilà, l'enseignant essaye de se situer par rapport à ces différents rôles qu'il peut jouer. Alors, un autre petit schéma que j'ai imaginé, parce que je pense que c'est ce qui ressortait des discussions avec les enseignants. On a un axe, si vous voulez, un peu en tension. On peut être dans la posture « écoute, je crois savoir ce qui est bon pour toi ». Et certains enseignants disent « c'est une tendance naturelle qu'on a ». Et c'est normal parce qu'elles valorisent leur expérience. Ils ont rencontré beaucoup d'élèves, ils ont des recettes quelque part aussi. Et en même temps, l'enseignant a la conviction, au fond de lui-même, que la parole qu'il peut dire, si elle doit germer, il faut qu'elle soit appropriée par le jeune. Et que l'idéal, c'est que le jeune construise lui-même sa démarche, définisse lui-même les objectifs de travail, identifie lui-même ses difficultés, plutôt que de les lui pointer. Il y a sans doute intuitivement l'impression qu'il y a une efficacité plus grande si la démarche est faite par le jeune. Et donc, il faut essayer de basculer un maximum vers la posture aussi « je t'écoute, tu as toutes les clés en toi ». Et en même temps, c'est très responsabilisant pour le jeune quand on dit qu'il a toutes les clés en lui. Hein. Donc, c'est un va-et-vient entre ces deux postures. Mais ça vaut la peine parfois que l'enseignant se dise, tiens, finalement, le temps de parole dans cet échange qui dure une demi-heure, par exemple, est-ce qu'il est équilibré? Est-ce que je suis plus à l'écoute ou bien c'est beaucoup moi qui parle? Et donc, il y a tout un combat de l'enseignant lui-même qu'il doit faire où on se remet en question. Ça va J'ai fait moi-même la désagréable expérience récemment menant des entretiens qualitatifs avec des adultes dans le cadre d'un travail que je réalise par ailleurs, en écoutant, en retranscrivant mon Dieu, il me dit « là j'ai parlé trop, là j'ai interrompu, alors que justement il me semble qu'il y avait quelque chose qui allait se dire d'intéressant ». Et donc je crois que l'enseignant aussi doit se dire « le silence, ce n'est pas nécessairement négatif pour faire émerger les choses ». Parce que tout l'enjeu, semble-t-il, dans ce type de démarche, si on veut vraiment être à l'écoute du jeune, c'est de progressivement aller vers le discours vrai. Dans un premier temps, le jeune il peut avoir tendance, à travers ses mots, à vouloir plaire à l'enseignant, à vouloir avoir un discours conformiste. Là, il y a une culture scolaire, on sait ce qui va faire plaisir au professeur. Éventuellement aussi, il peut être dans le déni de ses difficultés. Il peut s'illusionner, être dans une sorte de récit fantasmé de lui-même. Hein, souvent, vous le dites, hein, il arrive, tout va bien, oui, en maths, ça va beaucoup mieux, et tout va bien. Et en fait, pas du tout. Mais c'est une manière de garder une posture, je dirais, où on ose encore se regarder, où on n'est pas trop désespéré. Et donc, progressivement, de façon attentive, respectueuse, on doit pouvoir amener le jeune à tenir un discours vrai, à s'accepter, à être dans une démarche où on explore des possibles, où on prend conscience des freins, de ses ressources, pour progressivement arriver à négocier avec lui des objectifs qui vont le mobiliser.
pour pouvoir alors à un moment donné mettre une parole vraie en accord avec des actes qui vont lui permettre de cheminer positivement dans son apprentissage et qui vont lui permettre de retrouver une certaine confiance en lui et qui est un processus aussi de mûrissement. Et donc on sent qu'à travers ce travail de coaching individuel, il y a énormément de choses qui sont en jeu, de respect du jeune, d'être à l'écoute, de faire attention à sa propre posture. Et voilà,